Monter une auberge de jeunesse au soleil? J'avais noté ça un jour dans le coin d'un carnet. Où ça? À Koh Tao, mon coup de cœur, en Thaïlande. Une idée, une quête, un rêve. Je ne voulais pas vivre en me disant « Et si j'étais parti ?» En attendant de me lancer, je suis là, à 10 000 km du reste de ma vie. Cette fois-ci, je pars loin, et pour longtemps. Comme de plus en plus de Français qui adoptent ce mode de vie et partent monter leurs projets aux quatre coins du monde. Ils mettent de côté le confort et la sécurité à la française pour s'enrichir d'une culture nouvelle. Je suis parti à New Delhi à 19 ans. Je suis arrivé à la fac. J'ai appris à faire de la moto. Je suis monté sur la moto pour la première fois en Inde. Et j'ai fait le tour de l'Inde à moto. Et à 20 ans, j'ai cofondé mon agence de voyage à moto. Nicolas, je vis en Malaisie à Kuala Lumpur. Ça fait 5 ans et demi que j'y suis. J'ai monté ma boîte, One Osteo. Éléonore, je suis en Colombie depuis 2 ans et je bosse dans une agence de voyage d'écotourisme qui s'appelle Aventure Colombia. Moi c'est Vince, expatrié à Singapour depuis 4 ans, vendeur dans le thé de luxe en tant qu'assistant opération manager. Je suis Alexandre, donc je suis le consul de France à Singapour. Ça fait 2 ans que je suis ici et puis préalablement j'étais au Niger sur des fonctions équivalentes. Je suis arrivé en 1998 au Brésil, je devais rester 1 an et demi et en fin de compte je suis resté 17 ans. J'ai ouvert mon premier magasin en 2002 parce que je suis opticien et que tous les magasins brésiliens ils avaient 20 ans en arrière. Ils recevaient les clients en blouse blanche avec des montures marron ou noires, enfin il n'y avait pas beaucoup de gaieté. Moi j'ai voulu apporter un peu de fun et changer en fait l'objet de prothèse à un objet plutôt de mode. Ça fait maintenant 1 an qu'on est arrivé au Brésil. Et on a créé notre société de gastronomie française. On a créé une agence de com et au Pérou, voilà. Et Evan, 27 ans, j'ai créé une agence de com aussi en fait. Et, Au Pérou. Au Pérou. Je suis français, comme on le reconnaît ici à mon accent. Puisqu'ici au Québec, c'est moi qui ai un accent. Je suis installé au Québec depuis 3 ans, depuis 2012. Et tout le reste de ma vie, je l'avais passé en France. Aurore, Seb, tout juste en dessous de la quarantaine. Yann, bientôt 8 ans. Je dirige une agence de marketing spécialisée dans les brasseries et les alcooliers à l'international. J'ai eu l'idée un jour de développer un produit complètement pliable qui permette de transporter plusieurs bières en même temps dans un stade sans s'en foutre plein la chemise quand tu veux ramener des bières à des amis. Ma maman Nouvelle-Zélande et mon papa France. J'habite à Auckland en Nouvelle-Zélande. Je suis marié à une néo-zélandaise et on a 2 enfants. On a 2 beaux enfants, une fille et un garçon. T'es quoi toi? T'es un kiwi Kronoi parce que les Néo-Zélandais sont kiwi et les Français sont Kronoi. Pendant mon année de voyage initiatique en Working Holiday Visa, je m'étais habitué à découvrir chaque jour un peu plus la langue, les coutumes. Je me suis rendu compte que tout était possible. Depuis, je n'ai qu'une envie, repartir à l'aventure, monter mon projet et me reconstruire un nouveau quotidien. Pourquoi je suis partie? Parce que j'en avais marre de Paris, parce que j'avais déjà vécu ailleurs, en Asie, en Afrique avant, et là vraiment, au bout de 5 ans, il fallait que je reparte. J'avais envie de partir vers de nouvelles aventures. Moi, j'étais ingénieur commercial pour une société qui vendait des logiciels de dessin. J'avais mon master en marketing, e-commerce en fait, je faisais des sites internet, mais c'est vrai que j'avais envie de renouveau dans ma vie et j'avais envie de challenge, une envie d'ailleurs aussi quelque part, envie d'aller se confronter à d'autres choses et de sortir un peu de sa zone de confort un peu préétablie. Du coup, c'est un peu marre de se plaindre, on agit. Vous savez un peu à l'avance quand est-ce que vous allez acheter votre maison, quand est-ce que vous allez acheter votre chien et quand est-ce que vous allez avoir les enfants. Et c'était un peu ce modèle-là qui me faisait un peu peur. On s'expatrie avant tout avec un projet de vie. Donc on part et on a déjà une idée de ce que l'on va faire après. Je crois que ceux qui pensent fuir en partant à l'étranger pour pouvoir échapper à une partie de ce qu'ils peuvent être ou des difficultés qu'ils ont pu être amenés à rencontrer en France se trompent aussi. J'avais envie de voir autre chose, j'ai eu une opportunité, donc je l'ai saisie.
7 ans plus tard, je suis toujours là. Vu que j'avais déjà grandi en partie pendant mon adolescence en République tchèque et que je connaissais déjà un peu l'étranger, proche, je me suis dit autant partir le plus loin possible. Et en fait, quand tu regardes bien en termes de culture, l'Inde c'est peut-être le pays le plus éloigné de la France. On a fait un premier voyage ensemble et puis quand 1 an ou 2 après, j'ai émis l'idée qu'on parte tous les deux pour de bon et qu'on aille tenter l'aventure. J'étais assez surpris, mais Aurore m'a dit oui. Donc voilà. On m'avait pas appris que j'allais un jour être immigré. Mes parents m'avaient pas dit ça quand ils m'ont élevé dans la belle banlieue neuillyenne. Mais je me considère pas comme un expatrié. Je me considère comme un vrai immigré. Ça veut dire que j'ai tout eu à réapprendre. Et je suis très content d'avoir trouvé ce nouveau pays qui correspond, je pense, beaucoup plus à ma philosophie de vie. Je suis parti en faisant beaucoup de peine à ma mère et tu vois mon père, mais je suis parti un peu naïf sans vraiment savoir où j'allais. Et puis j'étais parti pour 1 an et puis en fait je suis jamais rentré. Voilà. Pour ce voyage, j'ai intérêt d'être prêt. Quelques semaines de vacances sur place m'ont convaincu de revenir m'y installer indéfiniment. Maintenant, il est l'heure de se poser les bonnes questions. Ou plutôt de ne pas trop s'en poser. La préparation, c'était les contacts, demander à tous les potes, tous les contacts, les collègues qui vous connaissez en Colombie. C'était l'oncle de machin, le pote, le collègue. Voilà, on a fait une espèce de tableau Excel géant de tous les contacts possibles et imaginables. Moi, j'ai été me former avec des chefs de cuisine, avec un boulanger, avec une chef qui tient un salon de thé, qui m'a appris comment faire des pâtisseries françaises. Le boulanger qui m'a appris à comment faire une vraie baguette française, etc. On choisit une expatriation parce qu'on y réfléchit en famille, parce qu'il y a un consensus entre les personnes présentes, y compris pour les enfants qui peuvent y être associés. Il faut nécessairement réfléchir aux assurances. La santé a un coût à l'étranger. Ouais, on est partis en couple. Et c'était ça, la préparation, c'était aussi les deux pour arriver à être prêts par rapport à nos vies pro, perso et tout, être prêts au même moment, ça c'était pas évident. Le reste c'était beaucoup la confiance, on se jette dans l'aventure et on verra quoi. J'ai acheté 4 t-shirts, 5 paires de chaussettes, je me disais que de toute façon je m'habillerais sur place parce que c'était pas cher. Et moi quand je suis parti, j'ai eu le sentiment de rien laisser derrière moi en fait, j'ai eu le sentiment surtout d'aller vers plein de nouvelles choses et basta quoi. Après, ce que j'ai laissé derrière moi, pas grand-chose, parce que je suis venu avec mon chat, donc... C'est certainement un petit peu flippant de partir quand on a 20 ans, un tout petit peu. Quand on en a 46, oui. C'est beaucoup plus inquiétant parce que on laisse derrière soi un certain nombre de choses. Je crois que quand t'as vraiment envie de partir, tu regardes pas vraiment derrière toi. Parce que t'es déjà en projection, t'es déjà devant. Le jour où il fallait prendre l'avion, j'ai vidé le reste de mon armoire et j'ai tout donné à un pote, tous les vêtements, etc. J'ai dit fais-en ce que tu veux. Je lui ai tout donné, j'ai dit tiens prends mon passé et je me casse quoi. C'était sympa le pote. Bah oui mais c'est un super cadeau mon passé quand même. Je crois que je me suis pas préparé avant de partir. Je crois que je suis parti. Ça y est, j'ai fait le pas. J'ai rassemblé le peu d'affaires importantes et j'ai débarqué sur la petite île de Koh Tao. Quelle belle sensation de n'avoir plus rien à perdre. Tout à gagner, tout à apprendre. C'est le premier jour d'une grande aventure. J'ai cette vision de toute la vie de rue, tu vois, les vendeurs de jus d'orange, les vendeurs de fruits, la vie de rue qui grouille et une température, c'était l'après-midi, il faisait doux et tout, c'était génial. Et j'ai repris cette avenue il y a pas longtemps et j'ai eu, tu vois, ce souvenir du premier jour et ça, c'était extra. Arrivé à l'appartement, je me rends compte qu'on m'a volé mon portable, donc avec tous mes numéros de France et... Nouvelle vie. À Rio, tout du moins, peu de personnes parlaient anglais. Français, évidemment, très peu aussi. Et soit je parlais portugais, soit je ne pouvais pas manger, ni travailler, ni rien faire du tout. En arrivant en Inde, en fait, je cherchais à être complètement déboussolé. Je me suis dit, ouais, je vais arriver, je vais prendre une énorme claque dans la gueule, c'est un truc de ouf. Je suis arrivé, j'ai fait, bon, ok, les chiottes, c'est à la turque, bon, ça marche comme ça, ok. Bon, on boit pas l'eau du robinet, ok. Le trafic, il est dingue, bon, ok. Mais au-delà de ça, finalement,
c'est un peu comme chez nous, quoi. Je veux dire, quand tu regardes vraiment, quand tu t'attends à un choc hyper fort, bah, tu le vis pas forcément. Disons que c'est la vie qui commence, quoi, la vie normale, quoi. Je suis sorti de chez papa et maman, du nid familial à être tout seul. Et on apprend vite. Hein. Et je me suis dit, bon, cette fois-ci, tu te mets pas la pression. Si déjà, le Brésil, tu y restes 6 mois et que tu connais la langue, ça sera déjà un succès. Et puis finalement, tout s'est enchaîné très très vite par rapport à ce que je souhaitais au départ et à la pression que je m'étais pas mise. Et puis nous voilà aujourd'hui, après 1 an au Brésil, finalement avoir créé notre société et puis avoir créé quelque chose qui fonctionne et qui nous plaît. Premier jour de boulot, je me suis dit, je vais pas rester 2 semaines. Et 2 semaines ont passé, et puis finalement, ça fait plus de 4 ans. Et Aurore n'avait jamais voyagé hors d'Europe. Non, moi j'avais pris, c'était la 2e fois que je prenais l'avion. Il m'avait dit, on part pour 1 an ou 2, et puis voilà, ça fait 13 ans. Vider son verre de culture pour le remplir d'une autre, c'est d'abord désapprendre tout ce qu'on a connu jusqu'alors. Les choses les plus élémentaires de mon éducation sont remises en question depuis que je suis arrivé ici. Et c'est à moi d'apprendre les codes de mon nouveau pays. Être un Français et s'intégrer au Québec, c'est d'abord fermer sa gueule. Je pense que pendant 1 an, il faut se taire et écouter. S'intégrer. Pour moi, s'intégrer, ça veut dire plutôt essayer d'avoir un profil bas, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir apporter sa valeur ajoutée. On pensait être dans un pays assez proche quand même de nos standards, et puis en fait pas du tout. Il faut tout réapprendre. Donc on a l'impression de se sentir un peu comme un enfant où il faut commencer tout depuis zéro. Déjà l'apprentissage de la langue. Je suis resté quand même 1 mois muet. J'ai fait de l'anglais à l'école pendant 10 ans et je sais toujours pas parler anglais. Et là, ça fait 1 an que j'ai appris le portugais et ça y est, je parle, je comprends tout et j'ai plus du tout peur de parler. Et donc quand nous on arrive en tant qu'étrangers, ils voient bien avec notre gueule de blanc-bec que c'est pas notre pays, qu'on fait 3 efforts en hindi, ils vont se mettre en 4 déjà pour comprendre ce qu'on veut leur dire. Et ils vont nous dire, quoi, et en fait ils nous disent souvent « Putain mais tu parles couramment l'hindi !» Alors que on a dit 3 mots avec deux fautes dedans. Et surtout le carioca, donc l'habitant de Rio, c'est quelqu'un qui a envie de t'aider. Il voit que t'es un peu perdu, donc même s'il parle pas la langue, il va se débrouiller, on se comprendra. De toute façon, c'est des choses basiques qu'on a besoin au début. Mais ça, c'est une chose qui a permis de pouvoir m'insérer facilement et de me sentir bien avec les Brésiliens. Il y a une ouverture qui est géniale, qui permet c'est facile. On est déjà super bien vu en tant que Français, ça c'est vraiment top. La période où je me suis senti le plus en phase avec l'Inde un peu authentique, ou l'image de l'Inde un peu authentique qu'on peut avoir, quand même assez simple, assez rustique, c'est justement quand moi-même je me mettais à l'indienne. C'est-à-dire vraiment au même niveau de confort et d'habitude que les gens que je fréquentais, qui étaient des Indiens. C'était le jeu, quoi. Il fallait accepter les conditions de vie d'un Péruvien pour savoir comment vit un Péruvien réellement si on voulait accomplir les projets qu'on avait derrière, quoi. Je me suis aventuré à faire du foot, mais j'ai tout de suite arrêté. C'était en 98. Je me faisais insulter puisque, selon tous les Brésiliens, et jusqu'à maintenant, on leur a volé la Coupe du Monde. Il faut voir que j'avais 20 ans. Donc la chose la plus simple pour pouvoir s'intégrer, évidemment, c'est de rencontrer une fille. Donc ça a permis évidemment de s'intégrer carrément dans une famille, de vivre les dimanches, de vivre les week-ends. Donc c'est pour ça, c'est parce que j'ai rencontré une Néo-Zélandaise que je suis ici. Et puis que j'aime être ici maintenant, tu vois. C'est que maintenant, je me suis complètement noyé dans la masse, quoi, tu vois. Donc maintenant, je suis chez moi ici, quoi. Ces différences culturelles qui rythment le quotidien sont enrichissantes, souvent amusantes, parfois frustrantes. L'erreur que font certains Français, c'est d'arriver en disant ici c'est comme la France, c'est nos cousins de la belle province. Ce qu'on m'a appris ici, c'est que les Québécois ne sont pas des Français qui sont en Amérique du Nord, ce sont des Américains qui parlent français. En général, je me disais qu'il y avait un mode de pensée unique, occidental, et puis après la première semaine, non. Non, c'est pas possible. En France, je pense qu'on met quand même du temps à lier un lien avec les personnes, mais quand le lien
Et là, on peut potentiellement avoir des relations quand même profondes avec les gens. Ici, c'est au Brésil très superficiel. Très souvent, quand tu vas avoir une discussion avec un Québécois, s'il n'est pas d'accord avec toi, il va pas forcément te le dire. Il va préférer rester en retrait, se taire. Il a son opinion, tu as la tienne. Les deux sont respectables, mais ça sert peut-être à rien de se battre. Voilà, nous les Français, on est râleurs, on dit les choses. On va pas râler, ça va pas être méchant, mais voilà, on va dire les choses, quoi. Ça, c'est pas facile de temps en temps dans le décryptage du non ou du oui. Pour une même question, tu vas demander à 10 personnes différentes, tu vas avoir 10 réponses différentes. Et les gens, même s'ils savent pas, ils vont te dire quelque chose. Mais en plus, ils vont te le dire avec un tel aplomb, tu peux pas penser que le mec ne sait pas. Par exemple, à l'école, ils apprennent à compter par le petit doigt, donc 1, 2, 3. Donc déjà, voilà, on pense pas de la même manière. Il y a un vrai poids des apparences ici. Et la femme a cette pression-là qu'on n'a pas trop en Europe, honnêtement. Donc, et bon, en étant une Française qui se maquille jamais ou qui, voilà... à la cool, parfois ça fait un peu des décalages. Les restrictions au niveau des lois sont très importantes ici à Singapour. Et on va pas avoir le droit de cracher par terre. Bon, même si en France on n'a pas le droit, on le fait, on s'en fout. Si on vous retrouve bourré, je sais pas combien de grammes, c'est prison directe avec des coups de canne sur la tronche. C'est vraiment très très strict. Et après, c'est comme partout. Si vous n'êtes pas un délinquant en France, il vous arrive rien. Moi, ça fait 4 ans, j'ai jamais eu aucune altercation avec la police à l'heure actuelle. L'absence de règles, finalement, pour nous, on se dit, c'est plus de liberté. Et finalement, c'est totalement faux parce que dans une ville d'11 millions d'habitants, ça fait 11 millions de règles différentes. Mais ça c'est l'un des challenges, des plus gros challenges culturels. C'est de s'adapter à une pensée qui est complètement différente de la tienne. C'est les bleus, on dit allez les bleus ici, non? Allez les bleus, allez les bleus. Et toi, Léon, tu dis quoi? All black. All black, bah oui, alors ça, c'est difficile hein, quand on est en finale France-Nouvelle-Zélande. Hein. Si ça m'a fait du bien au début de me retrouver un peu seul, il y a un moment où j'ai commencé à avoir envie de me faire des potes. Pas toujours facile de partager des moments avec des locaux qui ont déjà leur cercle d'amis. Les amis ici, j'ai un mélange d'amis d'Amérique du Sud, Brésil, Pérou, Colombie, beaucoup de Colombiens évidemment, des Européens aussi. De temps en temps, entre collègues, on va boire un coup avec des Philippins, des Singapouriens chinois, Malais, etc. Mais nos amis très proches, ce sont des étrangers et souvent après, des étrangers qui sont là pour le long terme. On crée des relations avec les autres Français ou les autres immigrés. Là, c'est beaucoup plus facile. Du coup, on a déjà un point en commun qui est assez fort, quoi. En fait, c'est un peu de la famille qu'on reconstruit ici. Donc il y a évidemment les gens qui sont là à long terme, donc ça c'est bien, mais on peut pas s'empêcher d'être amis aussi avec des gens qui sont là que pour 3 ans. Ou, voilà. Et donc ça parfois c'est difficile. J'ai pas encore trouvé la solution. C'est très très difficile. On essaye de faire des sorties. Bon, d'abord c'est avec le boulot, du sport, le sport collectif, etc. Mais bon, moi ça n'a pas vraiment marché. Il n'y a pas beaucoup de copines. On se réinvente un nouvel environnement. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés évidentes, c'est qu'il faut à chaque fois reconstruire un nouveau cercle, reconstruire une dynamique affective, et à chaque fois, on repart à zéro. Et quand on repart à zéro, on est un peu à nu. Cette notion que l'amitié, c'est quelque chose qui va et qui vient. C'est doux parce que c'est comme une vague qui vient te caresser les pieds au bord d'une plage, mais elle repart. Ce qui est très intéressant au Québec, c'est que la majorité des gens sont des gens d'ailleurs. Et donc, ils ont eu un début. Et donc, à leur tour, ils ont envie d'aider les prochains à venir et à s'intégrer. Tu vois, c'est une autre réalité. On sort de ton cadre de confort. Donc voilà, il faut s'adapter, il faut être plus ouvert, il faut être relax, il faut savoir comment fonctionne l'autre. C'est vraiment une question de s'adapter et c'est vachement important et formateur, je trouve. Monter mon auberge ici n'a pas été si difficile avec la légèreté administrative et la bonne volonté des locaux. Je travaille beaucoup, mais j'aime ce que je fais et je rencontre des gens nouveaux chaque jour.
Contre toute attente, la plus grosse difficulté pour moi a été de m'adapter aux nouvelles règles du jeu. Et j'ai eu beaucoup de mal au début parce que d'abord j'étais trop français. Donc j'exigeais beaucoup des horaires, je voulais tout le monde à l'heure évidemment. Le Péruvien, il va avoir son bon 2 heures de retard, il va arriver avec un sandwich à la main, t'en veux. Et La ponctualité. Quand tu es 10 minutes en avance, ici, c'est que tu es à l'heure. Quand tu es à l'heure, c'est que tu es en retard. Venant d'Europe, moi j'ai bossé presque un an à Paris. À chaque fois qu'il y avait un problème, faut qu'il y ait une engueulade avant de même penser à résoudre le problème. Alors qu'ici, c'est inimaginable. Donc quand je suis arrivé ici dans le restaurant, ils croyaient que j'étais fou. Tu peux pas avoir la même rigidité à la française parce que ça marche pas. Et donc au début, je me suis fait détester. Voilà. Un jour, j'ai quelqu'un de mon équipe qui m'a dit Eric, il faudrait que tu sois plus cool. Et avec le temps, moi je me suis un peu calmé. Eux, ils ont appris à me connaître un peu plus et ça s'est très bien passé. Parfois, on a une franchise ou une honnêteté française qui va être de dire les choses vraiment un peu cash ou un peu trash, quoi. Et ça passe pas forcément avec les Colombiens. Il va falloir peut-être plus enrouler ou formuler en disant vraiment le positif d'abord. On pense à tout de suite et pas demain. Alors que c'est vrai qu'en France, déjà, on a tendance à l'inverse, non? Des plans de carrière. Voilà. Ici, plan de carrière. Des plans de semaine. Les gars ou les nanas, ils ont tous 6 grands-mères qui ont tendance à mourir régulièrement. Les vendeurs au Brésil, malheureusement, c'est tous les 3 mois, ça change. Parce que vendeur, c'est marrant au Brésil, c'est pas une profession. C'est, t'as plus rien à faire d'autre dans ta vie, tu deviens vendeur. Voilà. Ils passent du bon temps au travail. Mais en fait, au bout de 12 ans, tu comprends qu'ils ont complètement raison. Et qu'ils sont pas moins efficaces pour la cause. Ils sont pas moins efficaces du tout. Du tout. T'as beaucoup de choses à apprendre d'un point de vue professionnel, encore une fois, en écoutant, en regardant les autres et en te disant je vais pas essayer d'appliquer mes méthodes, je vais plutôt essayer de comprendre comment eux fonctionnent pour m'intégrer dans la société également d'un point de vue professionnel. Mais en même temps, on apprend beaucoup d'eux parce que ce côté-là de je me lance sans trop réfléchir, nous, en France, on est éduqués à l'inverse. On réfléchit un peu trop, voire même de laisser passer le projet, quoi. Enfin, l'opportunité, elle est passée, c'est trop tard. Ici, finalement, on te donne des opportunités que tu n'aurais pas en France. Moi, par exemple, j'ai juste un baccalauréat, je sais même pas le dire tellement il est nul d'ailleurs. La position que j'ai actuellement ici, à Singapour, où je pars dans le monde entier, je suis non-stop, je reviens de vacances, le lendemain je dois partir à autre part pour aider, etc. C'est une façon de vivre que je n'aurais jamais eue, peut-être en 20 ans, même jamais en France. J'ai l'impression qu'en France, à chaque fois que tu as une idée et que tu l'exposes à quelqu'un, tous les gens à qui tu en parles vont dresser un mur de briques autour de ton idée pour t'expliquer toutes les raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée. En Amérique du Nord, c'est un peu l'inverse. Tu exposes ton idée à quelqu'un, on va te dire « Ouais, c'est génial, vas-y, fonce, est-ce que tu as pensé à ça, tu pourrais faire ça, etc. » Toujours ce côté positiviste, toujours encourager, toujours donner de l'élan, toujours aller de l'avant. Finalement, mon travail, c'est d'essayer de rassembler le meilleur des deux mondes. Maintenant, ça paraît beau comme ça, mais c'est très compliqué. Décider de partir vivre à l'étranger, c'est aussi prendre le risque de quitter la sécurité française et de se mettre soi-même en danger. Alors j'apprends. Avancer, c'est aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme. Tu as forcément des échecs. Tu sors de ta zone de confort, ce qui veut dire que tu arrives dans une zone d'inconfort. Tout change, il n'y a aucune routine, donc obligatoirement, en couple, tu te mets plus en danger. Et il y a beaucoup de couples qui explosent, parce que la vie est différente. Toi, tu vas peut-être aimer, ta femme, elle va peut-être pas aimer. Mais il y a un moment, il faut prendre une décision. Alors, qui doit se sacrifier ? On s'est séparés 1 an après être arrivés. C'est vrai que t'as toute cette construction, ok, on part à l'aventure, mais il y a ça qui est solide, le couple, les projets et tout, et bim, il n'y a plus ça. Donc là, c'est le moment où l'aventure commence vraiment. Ok, retrousse tes manches, repars à zéro, l'appart, tous les potes. Ça c'est une bonne galère. Donc, ici, il y a les Singapour, et puis il y a les Singacontres. Et justement, toutes ces nanas qui sont
pleines aux as, qui vont un peu te prendre pour le Massimo Gardia du coin. C'est marrant 5 minutes, mais elles vont se lasser assez vite et c'est ce qui fait qu'au final, tu te retrouves seul rapidement aussi. Notre vie change et de pas avoir ses repères etc. Il y a des jours, c'est sûr que je me suis retrouvé assis dans ma chambre en train de pleurer parce que j'en pouvais plus. Et le lendemain, je me disais mais pourquoi en fait et je repartais finalement en me disant bon c'est pas grave, je m'en fous, je vais faire autre chose à côté. Mes concurrents proches, ils ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Donc j'ai eu l'inspection sanitaire et ils m'ont fait un enfer. Eux, ils m'ont fait un enfer. J'ai reçu le fisc estaduel de l'État et le fisc fédéral. Donc le fédéral, c'est vraiment le haut niveau. J'ai été dénoncé en fait par des gens qui disaient que je travaillais. C'est mes concurrents évidemment qui m'ont. Donc on se retrouve dans un nouvel environnement et dans cet environnement, il y a des réalités locales qui sont à prendre en compte. Le système scolaire, les systèmes de soins. Parce que le jour où je me suis tordu la cheville, on a voulu mettre 3-4 piqûres. Je lui disais non, mais mets de la glace, ça va descendre tout seul. Il me disait non, mais la glace, on n'en a pas beaucoup et tout, mais si tu veux, par contre, on a tout un rayon de piqûres, tu choisis la couleur, on en a pour les enfants, si t'as peur, il y a des petits dessins dessus, quoi. Alors en fait, la question sur les échecs, elle est compliquée parce qu'ici, l'échec est quelque chose de positif. On dit toujours échoue, mais échoue rapidement. C'est vrai, par exemple, dans la création d'entreprise. En France, si tu crées une entreprise, tu échoues, tu déposes le bilan, tu vas au tribunal de commerce. Donc déjà, le tribunal, ça veut dire que c'est grave. Ici, on considère l'échec comme un pas vers quelque chose de mieux. Essayer de vendre des caves à vin en Thaïlande alors que personne ne buvait de vin. J'ai pas toujours eu les bonnes idées au bon moment. Quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, elles vont t'apprendre quelque chose, elles vont t'apporter quelque chose. Et c'est ce qui fait que tu grandis, c'est ce qui fait que tu vas devenir quelqu'un d'autre ou que tu vas évoluer dans ta vie. Et puis, il y a un moment où tu vas regarder derrière toi et tu dis... Mes parents pensent que je suis toujours en vacances. Mes potes en France croient que je passe mon temps à m'éclater loin de tout. Il est vrai que nos réalités s'écartent, mais une chose est sûre, ils me manquent tous, chaque jour. Le fromage au lait cru me manque. Les yaourts, Le pain, le saucisson. le fromage, la charcuterie, la famille, les amis, la pâtisserie française, le fromage, le vin. Les clichés, quoi. Mais c'est ce qui vraiment ça manque. Hein. Après, peut-être que t'aimerais que je te dise le saucisson, le fromage et tout, mais tu vois, bon. Alors tout le monde dit la bouffe et tout, là. Moi je m'en tape complètement, c'est pas un truc qui me... J'ai laissé mes copains, hein, mes copains d'enfance, tous mes copains d'enfance. J'ai laissé mes parents, évidemment, toute ma famille. C'est encore le plus difficile. C'est difficile de retourner en France et de les voir, pas vieillir, mais de me dire que j'en ai pas assez profité. Tu penses à quelqu'un, eh ben tu peux pas les appeler. Parce qu'il est 3h de l'après-midi ici, il est 3h du matin en France. Il y en a un qui boit un whisky, l'autre il boit le café, quoi, tu vois. Et tu vois, il y a ce manque de connexion, en fait. Je dirais qu'il me manque peut-être la beauté des villes. Parce qu'on est dans un pays qui a moins de 400 ans. Et qu'est-ce qui me manque en France? Mine de rien, c'est la culture, en fait. C'est vraiment ce côté-là, ça fait un petit peu prout-prout et le mec qui se la raconte. Ce qui manque de France, ce sont des saveurs, des goûts, des images, une lumière aussi. Ouais, juste peut-être une chose, c'est de pouvoir ouvrir des volets et avoir de l'air frais qui rentre. Ça parfois ça manque. Je pense qu'à partir du moment où t'as passé le cap des 3 ans, c'est que t'es quand même bien accroché au pays et je pense pas que ce soit le saucisson qui te fasse rentrer en France, quoi. Aimer la vie, c'est facile quand on est à l'étranger, là où personne ne nous connaît. On tient notre vie entre nos mains. Quand je suis parti, les gens disaient que j'étais fou. Aujourd'hui, ils disent que j'ai de la chance. Je vois ce que les locaux ne voient plus et ce que les touristes ne verront jamais. Voilà, il y a des choses fortes qui se passent dans ce pays, on le ressent au niveau des relations humaines. L'humain est vraiment très important, c'est la culture de l'être, pas la culture de l'avoir. Parce qu'ils sont super ouverts, super sympas, adorables. Tu vois, tu vas acheter ton petit jus d'orange le matin, le gars il te dit « Ah, mi amor, que hermosa » et tout, alors que t'as les cernes jusqu'aux oreilles. C'est quelque chose que j'aime au Brésil.
C'est cette facilité de contact que tu as avec les gens qui est agréable, qui est légère. Il y a moins d'engagement et d'attente dans les relations humaines et ça, c'est vachement relax. Et ça m'aide à détendre. Je suis tombée sous le charme et ça m'a beaucoup plu. Et particulièrement Bangkok, j'aime bien parce que c'est une ville qui vive, qui est dynamique, qui bouge tout le temps, mais en même temps qui est hyper calme par endroits et on a l'impression d'être à la campagne alors qu'on est genre 1 kilomètre des grosses artères. Singapour, c'est un peu une ville comme Dubaï, où le monde entier se rejoint ici. Donc c'est vraiment cette impression de le monde entier se croise à Singapour. De pouvoir laisser ton iPhone ou n'importe quelle autre marque à côté de toi et de revenir à chaque fois et qu'il n'y a personne qui prend quoi que ce soit, c'est une grosse qualité de vie pour ma part en tout cas. Si demain tu as envie d'être dans une sélection sportive, c'est possible. Aujourd'hui, je fais partie de la présélection de rugby péruvienne et pour représenter le Pérou, quoi. Et ça, c'est un truc, il y a 2 ans, je savais pas comment on faisait une passe au rugby. C'est ce qui te branche, tu peux le faire, tu le fais. Voilà. Et tout est accessible. T'as pas de diplôme? Ok, on va remplir les papiers et puis ça va se faire. Donc, j'ai pas vraiment choisi le Québec. Je dirais plus que c'est le Québec qui m'a choisi. T'as l'impression d'être en vacances, malgré que tu bosses beaucoup. Vivre de sa passion, c'est quand même une chance qui est vraiment extraordinaire et je pense qu'il faut clairement pas l'oublier. Je crois pas à la chance, mais je pense que quand on écoute son cœur, les choses viennent naturellement. Certains vont te dire que c'est écrit comme ça, etc. Pourquoi pas, peut-être. Mais je pense qu'au-delà de ce qui est peut-être écrit, il y a aussi la façon dont toi, tu vas regarder cette opportunité. Est-ce que tu vas être capable de la saisir? Est-ce que tu vas être capable de voir qu'il y a une opportunité? Et qu'est-ce que tu vas en faire? La chance, ça, c'est une opportunité que tu prends. C'est pas un truc, j'ai gagné 15 millions. Ça arrive, c'est très très rare. Mais c'est-à-dire, je suis pas arrivé ici par hasard. S'il y a quelqu'un à remercier, j'aimerais le remercier, quoi. Je sais pas qui a fait, qui m'a mis, tu vois, j'ai ma bonne étoile, quoi. J'ai ma bonne étoile à remercier et je la remercie, quoi. J'ai monté mon auberge et ici, il n'y a pas que le paysage qui a évolué. Ce changement m'a fait gagner en maturité. Mon regard sur la vie a changé. Plus que l'expérience de l'expatriation, c'est le contact de personnes différentes qui nous font évoluer. Et on change au quotidien, parce qu'on se remet en cause, parce qu'on est confronté à des réalités diverses. Et ces réalités-là nous poussent à nous interroger sur ce qu'on a pu connaître avant, et finalement même à rentrer en France avec des idées neuves et un regard différent sur le monde. Moi, personnellement, j'ai énormément changé depuis cette aventure, que ça soit humainement, professionnellement aussi. Je me suis redécouverte. Finalement, je me rends compte que je suis pas attaché aux choses matérielles. Je suis venu avec une valise et puis je me suis reconstruit ici. Il n'y a pas grand-chose de ma vie d'avant que j'ai emmené. Si on me prend moi il y a 2 ans et moi aujourd'hui, le moi d'aujourd'hui parlerait jamais au moi d'il y a 2 ans, quoi. On se sent un peu plus maître de son destin aussi, où on se dit que finalement, quelque part tout est possible, ça dépend que de nous. Moi, je me revois à 20 ans sur ma bécane en Himalaya, à 2 jours de déposer les statuts de Vintage Rise. Et si à ce moment-là, je me disais à 30 ans, je serais là où je suis aujourd'hui, j'y croirais même pas en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun regret possible. Dans un souvenir lointain, on habitait ailleurs et on n'en est plus au stade de comparaison. Donc c'est vrai, hein. Donc moi je saurais pas dire si ça nous a changé, c'est mieux, c'est différent, j'en sais rien parce que on compare plus vraiment. Tu vois pas de limite dans tes idées, dans tes envies, et t'as une énergie, une impulsion créatrice qui va vraiment t'amener à faire à peu près tout ce que tu veux. Je crois que lorsqu'on goûte à l'expatriation, on a énormément de mal ensuite à faire un marche arrière. Dans mon cœur, je pense que je suis toujours un petit peu français, surtout quand il y a le rugby, tu vois. Mais je pense que dans ma façon d'être maintenant, dans mon caractère, je pense que je suis beaucoup plus kiwi. Mon regard sur la France a changé aussi. J'ai appris à apprécier certaines choses qui me manquent là-bas et certaines choses que je préfère ici. Rentrer en France,
Ce n'est pas au programme. Repartir encore plus loin? Faire grandir mon projet? Pourquoi pas? Un retour en France, pour moi, c'est pas vraiment imaginable pour l'instant. C'est difficile au bout de 20 ans, quand tu as un business qui marche bien, quand tu as de la famille, tu as des enfants, de tout changer. Je pense que si on devait retourner en France, ça serait ça serait plus compliqué là. Ça serait ce côté-là, c'est vraiment arriver en rendez-vous avec 1 heure de retard, mettre une tape dans l'épaule du patron, bon allez, calme-toi, on va s'asseoir. C'est sûr que rentrer en France, c'est aussi une possibilité de se rappeler d'où l'on vient pour éventuellement mieux repartir dans un deuxième temps. Sinon, je pourrais aussi aller habiter dans d'autres pays d'Europe, peut-être en Italie ou même dans d'autres pays. Ouais, je pense que j'ai un peu la bougeotte. Je changerais de pays, mais je retournerais pas tout de suite en France, quoi. Peut-être sur des vieux joueurs. La problématique qui se pose pour l'expat, ça va être quand ses parents ont commencé à devenir vieux. C'est souvent une période de remise en cause. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre? Donc je pense que j'aime ça et je pense que je continuerai toujours à bouger. Maintenant, j'envisage de plus en plus de faire des allers-retours plus réguliers en fait. Donc d'avoir peut-être une double base, une base en Inde, une base en France. Moi, mon rêve, tu vois, ce serait de pouvoir faire, dans quelques années, tu vois, de faire l'été ici et puis faire l'été en France. D'ailleurs, c'est jamais définitif. Je sais pas si je resterai au Québec toute ma vie ou si, du coup, je me dirais, allez, soyons fous, partons à un autre bout du monde ou ne soyons pas fous, revenons en France. Il y a un truc, c'est que quand ça fonctionne comme ça, tu dis « Ah, donc en fait, je pourrais peut-être le faire partout dans le monde !» Et voilà. Ça fait 1 an que je suis installé ici, à Koh Tao. L'auberge marche bien. J'ai l'impression d'offrir un peu de bonheur aux voyageurs qui viennent arrêter le temps sur cette plage de rêve. J'ai donné un sens à ma vie. Au fait, je vous ai parlé de Colline? Elle a mis un terme à sa routine française pour venir me rejoindre et elle s'adapte plutôt bien à sa nouvelle vie. Sur notre petite île au paradis. Et donc si j'ai un conseil à donner pour des gens qui hésitent, il faut vraiment qu'ils soient préparés à vouloir connaître d'autres cultures, à être vraiment tournés vers l'autre et aimer le contact avec les gens. Ça c'est évident. C'est beaucoup plus confortable de rester chez soi et de ne rien changer que d'évoluer. Mais la réalité, c'est que notre vie, elle est remplie d'évolutions. Et c'est pas parce qu'on a plus de 40 ans qu'il faut se dire c'est fini, je ne peux plus changer. Je recommande très fortement à tous les ressortissants français qui partent à l'étranger de se renseigner au préalable via le site des Affaires étrangères. Avant de venir et puis tout claquer sans savoir où on met les pieds, venez, prenez des vacances, regardez un petit peu déjà par rapport à votre projet si ça correspond. Je pense que de toute façon, on a tous des peurs, on a tous des barrières, de se dire voilà, et la carrière, et la famille. Mais l'aventure, il y a bien plus de choses là-dedans, dans le fait d'y aller, que de rester. Est-ce que je suis prêt à accepter de perdre un peu en sécurité pour gagner un peu en liberté? Et si la réponse est oui, saute quoi. Vas-y. Qu'est-ce que t'attends, tu vois? Pensez pas trop, agissez. Parce que plus on pense, et le côté très français qu'on a tous, non, il faut agir, pas penser. Tout se passera bien. Il faut vraiment se tromper, tomber, se relever. C'est l'expérience d'une vie. Et franchement, c'est l'unique moyen que j'ai trouvé de m'épanouir complètement dans ma vie. Ah bah allez-y. Pas réfléchir, y aller avec les guts, l'instinct. Pas écouter les autres. Vas-y, fonce. Tu planifies ton truc, tu sais où tu vas, tu t'informes. C'est un bel apprentissage. C'est toujours une belle aventure. Oui, et il y a une chose, c'est que si vous hésitez en vous disant c'est pas le bon moment, ça sera jamais le bon moment, quoi. Pour partir, faut partir et voir. Vous qui regardez ce documentaire, vous vous demandez sûrement ce qui m'est arrivé au pied. J'étais dans un hélicoptère semi-catamaran, au secours des dauphins. Un triple axel bisextile,
La vraie version, c'est que je me suis tapé le poing dans une valise. Et heureusement, grâce à Chapka Assurance, me voici au paradis. Et j'ai mal.